Information, débat, culture, divertissement sur Dear Number One 92.2 FM. Bonsoir amis sportifs, en tout cas à la une de cette édition, 14e journée du championnat national de football. En tout cas les hostilités commencent le jeudi 23 janvier prochain. Benka vous donnera ici la composition, le calendrier disons des différentes compositions de cette journée. Nous parlerons également du tournoi international de football du Congo, organisé par la RDC bien sûr, et le Congo qui a finalement arraché le podium, 3e après sa victoire sur le Burkina Faso en but à 0. Éliminatoire de la Coupe du monde de football féminin. En tout cas, les Congolaises des U20 ont disposé de l'Angola sur le score de 2-0. En tout cas, elles peuvent envisager le match retour avec beaucoup plus de sérénité. L'agenda du sportif, en tout cas, est de rendez-vous une fois de plus dans cette émission. Et puis à l'étranger, nous vous parlerons justement de la victoire à la Pyrrhus du PSG, leader de la Ligue 1, qui a finalement puisé dans toute sa réserve pour venir à bout du leader de la Ligue 2. Il s'agit de Lorient, score 1-0. Nous étions là en Coupe de France. Et puis nous vous parlerons également de ce doublé réussi par Cristiano Ronaldo qui a permis à la Juve de conforter son avance au classement provisoire. Messi, Ronaldo, finalement, le duel à distance. Benka nous en dira un peu plus dans cette émission. Voilà pour la trame de ce mégasport. Nous sommes le mardi 21 janvier 2020. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être là pour suivre cette émission. Alors, Régis Epelé, bonsoir à toi. Bonsoir. Pascal Dozikimino, bonsoir. Bonsoir. Benka, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, c'est Christian Otato qui n'est toujours pas là. J'espère qu'il sera là mardi prochain. Ça ne nous empêche pas de commencer notre émission avec, bien évidemment, la méga question de ce soir. Benka, qu'est-ce que vous avez prévu finalement? Alors, ce soir, nous sommes le 21 janvier 2020 et c'est 5 ans, jour pour jour, que le Congo battait le Gabon lors de la phase de poule de la CAN 2015. En tout cas, la question porte sur ce match. On voulait donc savoir quel a été le score de cette rencontre Congo-Gabon qui s'est jouée le 21 janvier 2015 et qui a marqué le but, donc qui a été buteur, si c'est un but ou si c'est 2 buts, donner le nom ou les noms des buteurs. Donc je rappelle, 5 ans jour pour jour, aujourd'hui, le Congo battait le Gabon à la CAN 2015. C'était contre le Gabon. Quel était le score du match et qui était buteur? Voilà donc pour la méga question de ce soir. En tout cas, c'est à vous de jouer. Les canaux vous ont été donnés par Benka pour répondre à cette question et Benka se chargera justement de vous donner la bonne réponse peu avant la fin de cette émission. Parlons à présent justement de la 14e journée du championnat national de football organisée par la Lina Foot. Les hostilités commenceront le jeudi 23 janvier prochain, en tout cas dans les différents stades retenus pour cette compétition. À noter qu'à la phase allée, ce sont donc l'AS Ottawa qui a remporté la première manche en glanant 33 points à son compteur. En tout cas, l'AS Ottawa qui avait commencé timidement, mais finalement qui est en train de prendre le large. Alors, quel est le programme justement, Benka, de cette 14e journée? Cette 14e journée qui compose le jeudi 23 janvier avec au programme une seule rencontre. Nous pouvons donc avoir déjà en image le programme des rencontres. C'est Kara qui va ouvrir donc le bal avec
FC Konzo. Ce sera jeudi à 15h au stade Alphonse Massamba Débat. Le samedi, 2 rencontres sont au programme. RCB Patronage, Interclub Nico Nikoye. Et le dimanche, 2 matchs à Brazzaville. Diable Noir avec le Mokanda. Étoile du Congo à Sélopa. À Pointe-Noire, à Ouando d'abord, il y aura AS Auto Tongo Football Club, le premier contre le dernier. Et enfin, à Pointe-Noire, l'AS Cheminot recevra la jeunesse sportive de Talangay. Voilà donc pour ce qui est de la composition de cette première journée de la phase retour. Alors, quelle justement image finalement de la phase retour de ce championnat, Régis Sepelé? Bon, mais merci d'abord pour la parole. Moi, je pense que la phase aller s'est bien terminée. On a eu un champion de la phase aller qui a dû avoir 33 points. Donc, un total pratiquement sur 39 qu'il devait avoir en gagnant tous les matchs. Il y a eu 33 points. C'est une moyenne qui est très satisfaisante. 10 victoires, 3 matchs nuls. Voilà, 10 victoires, 3 matchs nuls. Merci Benka pour tes stats. Donc, c'est pour dire que c'est mérité. C'est mérité. Maintenant, pour l'image que nous voulons avoir pour cette phase de retour, c'est comme on l'a dit. On a vu un championnat qui a commencé avec la Lina Foot, qui a martelé sur les sanctions et qui véhiculait ses avis d'homologation. Mais chemin faisant, ils ont dû ne plus communiquer dans ce sens-là et ça a posé un peu problème. Bon, maintenant, pour cette phase de retour, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de communication, de sensibilisation à l'égard des équipes pour que les mêmes erreurs constatées au niveau de la phase aller ne se répètent plus pour cette phase retour. Maintenant, sur le plan du jeu, moi j'ai été très satisfait parce que j'ai vu un championnat où la majorité des équipes essaient de poser le jeu pour aller de l'avant. Et j'aimerais que cela soit aussi le cas pour cette phase retour, mais pour que cela soit le cas, il faudrait qu'au niveau des staffs techniques, les gens essaient de s'atteler, les gens essaient de s'y mettre au travail, surtout que le Congo a son équipe locale de Diable Rouge Afrime qui va participer au CHAN. Et nous venons tous de voir, je vais quand même anticiper un peu, nous venons tous de voir leur participation au tournoi organisé par la RDC. Donc c'est pour dire qu'il y a encore de la place, mais le niveau de ce championnat fera que nous ayons une équipe du CHAN qui soit plus efficace, qui soit plus entreprenant. Donc moi, l'image que je vais placer pour la phase retour, c'est que nous puissions avoir un championnat assez correct par la présence des arbitres, par la meilleure façon de faire des gestionnaires de la Lina Foot pour que nous puissions avoir vraiment au finish un champion qui va valablement représenter le Congo en Coupe d'Afrique. Voilà, merci beaucoup Régis Sepelé. Alors Pascal Bozikiminou, quelle projection faites-vous de cette phase retour justement qui commence? Bon, c'est comme j'avais dit mardi dernier, c'est un championnat qui est un peu serré en dehors des 2 premiers clubs, à savoir Asotoyo qui a 33 et plus GST 26 je crois, donc l'écart est de 7 à 8 points. Mais quand vous regardez la position de Kara qui est 3e, entre la 3e place et le 12e, et le club qui occupe le 12e rang, je crois que c'est 1 point d'écart. Hein. Les poursuivants immédiats, c'est 1 point, 2 points d'écart. Donc, de ce côté-là, rien n'est encore. Même le premier n'est pas encore connu. Donc, je crois que c'est l'issue de ce championnat qui nous déterminera qui sera le champion et le vrai qui va représenter justement le Congo. Parce que l'objectif de ce championnat, c'est d'avoir une équipe type. Hein, une équipe type au niveau local pour les joutes prochaines, hein, telles que le CHAN qui se pointe à l'horizon, parce que nous en avons besoin justement pour rehausser un peu le niveau de notre football. Donc ça commence par ce championnat. Donc les méritants, les joueurs qui seront appelés à défendre les couleurs nationales, je crois que c'est les vrais joueurs qui vont le mériter, mais déjà ça commence, il faut fournir d'efforts chacun dans son club pour mériter justement de la confiance de Barthélémy Ngatsono si réellement si les joueurs veulent aller au Cameroun en 2020 là où va se disputer le CHAN. Donc il faut fournir déjà des efforts chacun dans son club. En tout cas des efforts à fournir, j'espère que c'est le point de vue également de Benka. Oui, tout à fait. Je pense que la phase retour, on l'a vu un peu plus disputée, plus rythmée que la première partie, parce que dans la première partie, nous avons eu une équipe de Diable Noir très morose. La Célopard et Étoile du Congo ont été quasiment inexistantes, parce que
occupant la 8e et la 9e place. Nous connaissons tous quel a été le rendement de ces équipes ces 5 dernières années. Alors, lorsqu'on regarde aussi le promu RCB, qui n'a rien prouvé du tout, mais qui occupe quand même la 11e place, nous pensons qu'elle ne mérite pas cette 11e place. Elle devrait améliorer ses prestations pour au moins prendre la première partie du tableau, parce que dans la première partie du tableau, RCB a le devoir de pouvoir se maintenir. Donc, dans la deuxième partie, ce sera un peu difficile. Alors, l'éveil de patronage et de V-Club devait se faire ressentir lors de cette phase retour. Il faudrait que ces équipes reviennent à la première partie, surtout pour jouer les premiers rôles. On a vu comment Patronage occupait provisoirement la tête de ce championnat, V-Club également, mais ils ont dégringolé au fil du temps. Donc, nous voulons un championnat très serré lors de la deuxième partie pour que, comme l'a dit Pascal Buzukiminou, l'AS Auto ne se sente pas pratiquement champion dès la première partie. On veut avoir des matchs où il y aura des renversements de situations, comme on l'a vu en 2018, où une équipe mène 2-0. Je prends par exemple le cas de Diable Noir qui menait à 2 reprises Étoile du Congo, par 2-0, mais qui s'est vu remonter et même dépasser. C'est ce genre de spectacle que nous recherchons. Nous ne voulons pas que les équipes comme AS Auto écrasent toujours. Et bon, le spectacle ne sera pas vraiment au rendez-vous. On a vu que lors de cette première partie, nous allons revenir sur les chiffres la semaine prochaine. En tout cas, pour l'ensemble des matchs qui ont été joués, je crois qu'on n'a même pas atteint 7 millions. Alors c'était à peu près 6 milliards et quelques pour toutes les rencontres qui ont été disputées. C'est très faible, alors que nous nous rappelons qu'en 2003, il a suffi d'un match Diable Noir, Étoile du Congo pour avoir 9 millions. Rien que ce match-là avait rapporté 9 millions à la FECOFOOT. Mais aujourd'hui, 13 journées se sont passées, il n'y a même pas eu 7 millions dans les caisses de la FECOFOOT. C'est dire que ce championnat ne traîne plus de monde, ce championnat ne fait plus rêver, et donc la deuxième partie devait être déterminante pour ramener encore le public au stade. Voilà, en tout cas, nous ne sommes plus au beau vieux temps où il y avait des 13 millions dans des matchs comme Diable Noir Étoile du Congo et un peu plus Diable Noir Cara. Mais en tout cas aujourd'hui, Benka vient de le dire, le championnat ne draine plus de monde vu sa qualité. Mais j'espère que les consultants viennent de le dire, ça sera un peu plus heurté en cette phase retour qui commence le jeudi 23 janvier prochain. Poursuivant amis sportifs, cette émission pour parler de la FECOFOOT qui a désormais 3 membres dans les différentes commissions de la Confédération africaine de football CAF. Benka. Oui, en tout cas, c'est une opportunité pour le football congolais qui intègre désormais les instances dirigeantes de la FECOFOOT à travers les commissions permanentes. Et donc, 3 membres du bureau exécutif de la FECOFOOT se retrouvent désormais dans les commissions permanentes de la FECOFOOT. Il s'agit de Jean-Guy Blaise Lionel Mayoulas, de Médard Moussoudia et de Badji Mumbo. Alors, pour le premier, Mayoulas a été désigné dans la commission d'organisation de la CAN. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il soit relevé de cette fonction, toutes les CAN, il fera partie de la commission d'organisation. Alors il y a également Médard Moussoudia qui a intégré la commission d'organisation des Coupes d'Afrique des Jeunes, donc U17, U20 et U23, là également. C'est une bonne nouvelle. Et Badji Mumbo, le secrétaire général de la FECOFOOT, lui est désigné membre des organes juridictionnels de la CAF. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour le football congolais. Donc, au-delà de la présence de Gianni Infantino à Brazzaville pour l'inauguration du siège de la FECOFOOT et aussi l'inauguration, le lancement donc du bureau Afrique centrale de la FIFA, nous avons 3 membres de la FECOFOOT qui intègrent les commissions permanentes. En tout cas, ça veut dire tout simplement que le football congolais augure de lendemains meilleurs. Voilà, en tout cas, le football congolais augure des lendemains meilleurs. En tout cas, c'est très bien dit. Merci beaucoup et félicitations justement aux membres de la Fédération congolaise de football promus à ces différentes commissions de la Confédération africaine de football CAF. Benka vient de vous les citer. Vous les avez vus à l'image. Il s'agit du président du bureau exécutif de la FECOFOOT, Lionel Mayoulas, de Médard Moussoudia et du très efficace SG, secrétaire général de cette fédération, Badji Mumbo Wantete. Parlons
Maintenant, de ce tournoi international de football du Congo, Tifoko, organisé par la République démocratique du Congo, tournoi remporté du reste par les Léopards de la RDC. Et le Congo, en tout cas, a tout fait pour ramener la 3e place après sa victoire face au Burkina Faso 1-0. Les Congolais qui avaient mordu la poussière lors de l'entame face à la RDC, qui avait gagné sur penalty 1-0. Retour dans les différents temps forts de cette compétition avec notre envoyé spécial à Kinshasa, Donald Degoma. Les Diables Rouges A-Prime ont mission de faire de nouveau parler la poudre à la 6e édition du CHAN Cameroun 2020, comme ça a été le cas au Maroc en 2018. Et pour le faire, il faille conséquemment se préparer. Une préparation efficiente, synonyme de multiplier des matchs amicaux afin de permettre au staff technique, dirigé par le sélectionneur Barthélemy Ngansono, d'évaluer les joueurs, mais surtout de corriger, mais alors très vite, quelques compartiments qui posent encore problème. Et la première édition du tournoi international de football du Congo, Tifoko en sigle, organisé à Kinshasa du 17 au 19 janvier dernier, a été le bienvenu pour la Fédération congolaise de football, qui n'a pas hésité d'engager le 11 national. Est-ce que Barthélemy Ngansono a finalement trouvé ce qu'il est venu rechercher à Kinshasa à travers ce tournoi amical international? Nous lui avions posé la question. En partie, oui, parce que la préparation, elle est encore longue. Nous ne sommes qu'à une deuxième étape de notre préparation. Oui, j'ai trouvé, parce que sur le plan mental, j'ai pu juger le niveau de mes enfants, sur le plan technique, tactique et physique également. Donc ce tournoi me sert d'instructeur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il me permettra d'avoir une orientation par rapport à la suite de notre préparation. Au cours de ce tournoi qui a regroupé 4 pays, parmi lesquels le Congo, le Burkina Faso, le Niger et la République démocratique du Congo, pays hôte, d'ailleurs tournoi remporté par la RDC, les Diables Rouges ont occupé la 3e place. À l'ouverture, le derby du fleuve Congo a souri aux Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. C'est au cours de leur 2e sortie face aux étalons du Burkina Faso que le 11 national s'est imposé par 1-0. Mais que pense le technicien congolais sur ces 2 rencontres? Premier match, ils avaient quand même peur, on peut se le dire. Il dit qu'ils n'ont pas joué comme il se devait. Ils ont pensé à la rivalité qu'il y a toujours entre la RDC et nous. Donc mentalement, les enfants n'ont pas donné. Maintenant, sur le plan technique, oui, techniquement c'était bien durant tous les 2 matchs. Tactiquement, oui, mais quelques défaillances au niveau de la finition. On peut parler de la relation défense-milieu, ça a marché, mais arriver à l'attaque, on n'a pas pu. Donc au niveau de l'attaque, nous avons des soucis. Je crois vous avoir dit ça à la réunion, à la conférence de presse, c'est le mal du football congolais, mais c'est de notre droit également de travailler là-dessus pour trouver une mesure très juste pour permettre à notre équipe d'être plus à l'aise au Cameroun. Les Diables Rouges A-Prime seront à leur 3e participation à une phase finale du CHAN après 2014 en Afrique du Sud et 2018 au Maroc. Voilà donc les notes de Donald Degoma qui a séjourné sur l'autre rive pour le compte justement de DRTV International concernant ce tournoi Tifoko, tournoi international de football du Congo remporté par la RDC qui a gagné l'ensemble de ces 2 matchs. Alors finalement, messieurs, quels enseignements tirés de cette participation des Diables Rouges? Après, nous avons suivi le coach Barthélemy Ngansono qui semble afficher un optimisme qui semble dire que ça peut marcher si les enfants peuvent justement mouiller le maillot.
Oui. Merci beaucoup. Moi, je devrais logiquement faire partie de ce voyage, mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu effectuer ce voyage. Mais j'ai dû assister au match sur la chaîne de la RTNC qui a diffusé ce tournoi en direct. Bon. Là, je me réjouis des propos de l'entraîneur Barthélémy Gatineau qui dit que aujourd'hui ce mini-tournoi lui a servi d'instructeur, c'est vrai. C'est vrai parce que nous sommes pratiquement à 2 mois du CHAN, et commencer par évaluer son équipe à une telle compétition vous donne vraiment des bonnes orientations. Là, nous avons tous vu et remarqué les forces et les faiblesses de cette équipe du CHAN qui ont été révélées par son sélectionneur. Mais c'est comme on dit, le chemin il est lent. Ce tournoi nous a servi d'instructeur. Maintenant, c'est à nous de tirer vraiment les enseignements de ce tournoi pour pouvoir essayer de mettre en place un programme qui va nous permettre de travailler afin que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs qui sont certainement d'arriver au moins en demi-finale lors de ce CHAN. Mais il y a eu beaucoup d'enseignements. Moi, je pense qu'à mon avis, l'équipe de Diable Rouge a beaucoup péché au niveau de la finition. Parce que lors du premier match, ils ont dû encaisser ce penalty qui a été concédé à la 86e minute. Mais quand vous voyez cette équipe jouer, il y avait certainement une relation entre la défense et le milieu. Mais quand le ballon arrivait en attaque, le ballon n'avait plus d'issue. Donc moi, je pense que le coach Ngacheno l'a déjà souligné, qu'il faut essayer de revoir un certain nombre de choses, mais beaucoup plus au niveau de la finition. C'est vrai qu'il y a eu quelques failles au niveau du milieu de terrain. Bon, ça, avec le temps, c'est des petits détails qu'on pourra régler. Parce que sur le plan technico-tactique, il y a eu de très bonnes choses. J'ai vu une équipe de Diable Rouge jouer calme et posée, chose qui n'arrive pas toujours. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et félicitations à la RDC qui a pensé organiser ce tournoi. Parce que moi, je pense que ce n'est que dans ces genres de compétitions qu'on peut réellement évaluer son niveau ou encore le niveau de nos équipes. Et à la longue, je souhaiterais même que la RDC et le Congo-Brazzaville s'organisent de telle sorte qu'au niveau de l'Afrique centrale ou de la sous-région, que nous ayons de telles compétitions pour essayer un peu d'emmener notre football vers cette performance. Aujourd'hui, nous avons Mazembe qui est régulièrement dans le carré d'as des coupes africaines. C'est déjà une très bonne chose, mais nos fédérations doivent emboîter le pas dans le sens de nos équipes nationales. Voilà, merci beaucoup. Et Pascal Gozi-Kiminou, un petit commentaire justement. Bon, mais ce tournoi ne vient que de plus belle tisser encore les relations qui ont toujours existé entre la RDC et le Congo-Brazzaville. C'est pas surprenant parce que les deux pays se rencontrent le plus souvent, que ce soit en club, surtout. Vous regardez, et chaque fois quand Diable Noir est en compétition, Vita Club vient toujours traverser ici pour livrer des rencontres. Et Diable Noir fait aussi autant, Cara, ainsi de suite, Étoile du Congo. Donc je crois ce genre de tournoi de rencontres permet toujours aux deux nations de regarder un peu les potentiels qui sont sur le terrain. Je crois que moi je félicite la fédération de l'autre côté de la rive gauche du fleuve Congo qui a initié ce tournoi. Et je félicite également l'entraîneur et les autorités de la fédération, de notre fédération, qui a accepté d'aller livrer quelques matchs là. C'est ça justement. Parce qu'on ne peut pas rester, avant le début d'une compétition, on ne peut pas rester sur place sans livrer des matchs amicaux. Ça, vraiment, le football moderne ne permet pas ça. Il faut livrer toujours parce que c'est la préparation. Sans préparation, vous ne pouvez pas avoir une équipe type, vous ne pouvez pas prétendre avoir des résultats attendus. Les résultats ne sortiront pas comme ça. Il faut les préparer. Et comment les préparer? C'est à travers les matchs amicaux. Là, au moins, les entraîneurs auront déjà détecté, auront déjà vu quelque part que non, il y a des failles, il faut compléter, surtout avec la reprise du championnat, la phase de retour. Il y a certains compartiments qui nécessairement trouveront encore de nouveaux joueurs pour rallier Dakar. Mais en dehors de ce tournoi-là, s'il y a encore un autre tournoi qui peut se présenter là, ce tournoi-là sera le bienvenu. Je crois que il y a l'obligation de chercher encore 2 ou 3 matchs amicaux encore avant de rallier le Cameroun. Mais voilà. Je crois que c'est bien parti pour notre équipe. Je crois que, en tout cas, la mission
il faut, comme on a toujours dit, c'est le top. Il faut viser le top. Hein, nous, on a été déjà quart finaliste la dernière fois en 2014. Bon, mais cette fois-ci, en tout cas, il faut viser le top. La RDC l'a déjà gagné 2 fois. Mais nous aussi, nous devons inscrire notre nom quand même. C'est comme je l'ai dit souvent, mettre notre bout du nez. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Alors, oui, Benka, le tournoi Tifoko. Oui, le tournoi Tifoko, j'ai suivi les 2 matchs. En tout cas, bravo à la sélection congolaise qui n'a pas démérité, qui a démontré que c'est une équipe qui était en préparation. On n'a pas senti trop de failles, surtout dans les buts. En tout cas, Pavenzela s'est bien comporté. Il a encaissé un penalty, bon, je dirais, contre le cours du jeu. Et il a été impeccable contre le Burkina Faso. Alors, pour moi, c'est le moment de pouvoir amender un peu les différents compartiments. Alors en défense, je pense que le coach Barthélémy Ngassono a fait son choix. Bissiki, Ondongo Faria, Ondongo Julfin et Senda, dit Yorobo, qui a remplacé Karof Bakwa qui est parti au Maroc. Alors au milieu de terrain, il y a eu Harvey, Italie OCT, il y a eu Ardi Bingila et Mignon et Toumban. En tout cas, là aussi, on a senti quelques flottements, mais avec un peu plus de match, comme le dit Pascal Bozikimino, il y aura certainement des automatismes. Mais là où ça n'a pas du tout marché, c'est la pointe d'attaque. À l'attaque, il y avait Kaya, Wilfried, il y avait également Jaurès Ngombe, le meilleur buteur du dernier championnat. Et il y avait enfin Bercy Langa qui évolue du côté de l'AS Auto aussi, le buteur d'ailleurs du match contre le Burkina Faso. Je pense que c'est encore fébrile. Ces 3-là n'ont jamais joué ensemble. C'est pour la première fois qu'ils composent le trio d'attaque. Et je pense qu'on peut leur faire confiance tout en espérant qu'ils améliorent leurs prestations pour qu'on arrive à une équipe en tout cas plus dynamique. Mais nous regrettons le fait que certains joueurs ont déjà commencé à quitter le pays pour d'autres horizons, alors que l'ossature de l'équipe nationale était basée sur eux. Je pense à Karof Bakwa qui a quitté le Congo, l'AS Auto pour le Maroc, où il va évoluer dorénavant au football club de Kourigba. Alors, ça veut dire que c'est un élément de moins pour le Chan. Bien évidemment, il a été remplacé par Senda, Francis, mais en tout cas, nous sentons toujours ce vide-là, parce que Bakwa, c'est un peu comme le Sergio Ramos congolais. C'est un défenseur qui monte, qui marque et qui apporte du tonus à l'attaque. Donc il faut trouver quelqu'un qui va remplacer Karof Bakwa dans ces conditions-là. Le staff doit beaucoup travailler dans ce sens. Il reste 2 mois. 2 mois, c'est pas assez, mais je pense qu'avec quelques matchs amicaux, on pourra rétablir l'équilibre et avoir une équipe dynamique et compétitive en avril. Voilà, je voulais juste un complément. Oui. J'ai aimé ce que le coach Ngachono a fait. Lors du premier match, c'est Ondongo Faria qui a joué latéral droit et Bercy Langa qui avait commencé à droite et Kaya qui avait commencé à gauche. Mais tout juste lors du deuxième match de classement, il a dû modifier son schéma tactique. Schéma tactique, c'est trop dit, mais il a dû changer certains joueurs en commençant d'abord par Ondongo Faria, le latéral droit, qui a été remplacé par Mwanja. Et nous avons tous vu que l'apport de Mwanja était très prolifique. Et aussi, il a dû faire asseoir un Kaya pour faire commencer l'avant-centre qui est Étoile du Congo. Là, si vous pouvez me rappeler le prénom, et c'est déjà... il joue excentré. Donc, c'est même lui qui a été à l'origine du but de Langa, qui a débordé sur le côté. Il a fixé en donnant le ballon sur l'avant-centre qui a remisé sur Bissiki qui a fait son centre pour la tête de Langa. Donc c'est pour dire que j'ai senti que le coach Ngachono était en train de vouloir mettre en place quelque chose en suivant correctement ses joueurs. Il s'est posé juste un problème entre Bingila et Mban et tout, qui jouaient pratiquement derrière la ligne médiane. Dans le même registre, alors que l'un des deux devrait jouer en soutenant l'avant-centre, qui était Jaurès Ngombe. Donc, et ce serait Bingila normalement. Voilà. Mais vous avez dû constater que pendant les 2 matchs qu'ils ont fait, les deux jouaient pratiquement derrière le rang central et personne ne partait soutenir l'avant-centre. Donc voilà un peu la difficulté au niveau tactique que le coach Ngachono va essayer de reparer avec le temps qui nous reste. Et je pense que cette disposition du milieu de terrain ne date pas d'aujourd'hui. À vouloir forcément avoir les meilleurs sur le terrain,
on le fait au détriment de la cohésion. On a vu comment Ndinga et Onyanga ont causé beaucoup de tort à l'équipe nationale. Parce que quand ils jouent ensemble, ils se piétinent les pieds, là, c'est pas bien. Donc là également, je pense qu'il faut déjà trouver un moyen de positionner comme un milieu offensif et les deux autres comme relayeurs et défensifs. Sinon, ça sera compliqué. Un peu plus de présence devant l'équipe adverse. Voilà. Mais là aussi, s'il vous plaît, là aussi, c'est vrai. Bon, le coach Ngatsono a essayé un peu de modifier par rapport au match contre le Burkina Faso, mais c'est la présence des joueurs qu'il y avait avec lui. Il avait beaucoup de joueurs, donc c'était le moment de les rôder aussi. De les rôder, chacun à son poste, de regarder qui sera capable et dans 2 mois de retenir. Parce que nous voulons celui, si c'est un porteur numéro 6, qu'il soit capable au milieu pour dire que bon, c'est lui que tout le Congo peut compter. Donc je crois que c'était quand même évident. Tous n'ont pas été utilisés. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été utilisé. Il n'y a eu que 2 matchs. C'est voilà pourquoi nous disons, justement, si on peut encore avoir 2 ou 3 matchs avant d'aller au Cameroun, ça serait une bonne chose. Là, au moins, chaque joueur trouvera son compte. Pourquoi pas une mise au vert? Oui, une mise au vert. Pour cette compétition, ils n'ont dû emmener que 18 joueurs. Bon, 18, avec 18 joueurs, il est un peu difficile de pouvoir s'étaler sur le simple fait de pouvoir observer certains joueurs. Maintenant, le coach a essayé de regarder qu'est-ce qui n'a pas réellement marché, qu'est-ce qui a marché. Maintenant, quitte à lui de prendre les forces et les faiblesses pour essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'équipe soit plus prête. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et félicitations donc au sélectionneur Barthélémy Gatsono, même si pour la prestation, même si en tout cas beaucoup de choses en tout cas restent encore à faire. Il reste quand même à une médaille de bronze. Tout à fait. C'est le coach du Chan. C'est le coach du Chan. Le podium, c'est pas mauvais. En tout cas, il reste encore 2 mois pratiquement pour travailler d'arrache-dur afin d'aller faire une bonne prestation à l'étranger au Cameroun en cette année 2020. Alors, parlons maintenant des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous sommes là au football féminin et les U20 congolaises qui ont battu justement l'Angola par 2-0 en attendant le match retour. Je crois que nous pouvons nous en féliciter, en tout cas même si on aurait aimé que le score soit un peu plus large pour justement éviter toute surprise à l'étranger. Alors, Evra Nsekasumba était pour nous au stade président Alphonse Massamba Deba. Alors, pas de panique, monsieur le régisseur, juste intervertir l'élément et tout marche bien. On se retrouve juste après justement cet élément. Elles ont fait l'essentiel. Les Diables Rouges Dames U20 se sont imposées devant les Dames de Wild-Waicha d'Angola. 2-0 en ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de cette catégorie. But inscrit en 2e période du match, d'abord à la 55e minute par Doris Senga et le second dans les derniers instants de la rencontre par Queen Bwanga. Une belle performance que l'entraîneur des Congolaises entend rééditer au match retour. C'est un bon pas que nous avons pris. Le peu de temps qui nous reste pour le match retour, nous allons nous préparer et corriger les faillites que nous avons vues sur le terrain. Ce que je vais demander, c'est que cette équipe-là, on doit leur faire confiance. C'est une équipe jeune. La majorité, elles n'ont jamais porté le maillot du pays, donc défendre le pays, à l'exception de la capitaine qui est Dembélé, mais les autres, elles n'ont jamais fait une telle campagne. Donc, pour elles, c'est une découverte. Alors, nous devons leur donner le temps de se former, le temps d'améliorer les qualités techniques et tactiques, même physiques, qu'elles détiennent. Battu, mais tout est toujours possible, a déclaré Sandra Dias, entraîneur des Dames U20 d'Angola. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que d'abord, elle va analyser cette premier jeu avec les promeneurs. Parce que après préparer le prochain match pour les mêmes joueurs. Les Diables Rouges sont donc avertis. Reste alors la préparation pour le match retour prévu à Luanda en Angola le 12 février prochain pour obtenir leur qualification au prochain tour.
Voilà, en tout cas, les Congolaises iront le 12 février prochain justement défendre leur avance. Alors là également, quelques commentaires, messieurs? Bien sûr. Oui, Régis Sebele. Il faut toujours essayer d'apporter notre expertise en tant que consultant. Tout à fait. Vous voyez, ces filles-là, aujourd'hui, on n'a pas de championnat chez nous. Mais le président de la fédération a mis en place des staffs et ils leur ont donné un peu de temps pour travailler. Voilà le résultat qu'ils nous ont produit. C'est pour dire que si on avait en place un championnat qui se jouait, ça pouvait un peu plus faciliter les choses. Maintenant, moi, je pense que ça, c'est déjà bien, il faut les féliciter. Mais nous devons capitaliser cette victoire-là pour que nous puissions obtenir la qualification là-bas en Angola. Et ça passe toujours, comme on a toujours su le dire, par la préparation. Voilà. Donc, point n'est besoin aujourd'hui de dormir sur ses lauriers. 2 buts, c'est rien. Nous connaissons tous la réalité du football. Voilà. Et c'est déjà bien ce que les filles ont fait. Mais il faut les encourager, leur mettre encore dans cette préparation un peu plus intense pour que nous abordons la phase retour avec beaucoup plus de sérénité et d'assurance pour obtenir cette qualification. Le Diable Rouge U20 au niveau des dames. Oui. Il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il faut quand même qu'on sache que ça, ce n'est que le premier tour. Il y aura certainement 3 tours avant d'entrer dans une phase de poule qualificative et il y aura donc les équipes qui seront désignées pour représenter, je crois qu'il y aura 4, 3 qui vont représenter le Congo à l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Donc ce serait une première pour le Congo d'arriver jusqu'au bout. Alors, par le passé, nous avons connu des situations où le Congo a gagné un match aller, mais a finalement été rattrapé au retour. Je pense aux éliminatoires des Jeux Olympiques où le Congo avait battu le Gabon à domicile 2 buts à 1, mais le Gabon est venu rendre la monnaie de la pièce ici au stade Alphonse Sambadeba. Et je pense que c'est la séance de tir au but qui a été fatidique pour les Congolaises. Alors, ces jeunes de moins de 20 ans devraient donc tirer les leçons de leurs aînés qui ont échoué l'année dernière face au Gabon. Et cette fois-ci, il faut corriger également la déconfiture contre le Cameroun, 5 buts à 0 à Yaoundé, 5 buts à 0 à Brazzaville, donc 10 buts à 0 en tout. Le football féminin congolais n'est pas vraiment à son meilleur niveau. J'ai vu des gens qui ont hésité d'aller dimanche au stade parce qu'ils se disaient qu'on devait ramasser. Ce serait un gros score parce que les Angolais sont mieux outillés que nous. Là-bas, il y a un championnat, elles sont mieux organisées. Mais finalement, on a prouvé, comme venait de le dire Régis Sepélé, il n'y a pas de championnat de U20. Ce sont les filles qui jouent dans les clubs qu'on a pris pour essayer de monter cette équipe. Félicitations à la sélectionneuse Berjona Mbeba, qui, pour un coup d'essai, c'était un coup de maître parce que c'est son premier match officiel en tant qu'entraîneur principal des dames. Et donc, je pense qu'elle est sur une dynamique. Peut-être que c'est une femme qui va qualifier le Congo à la Coupe du Monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Oui, Pascal. Non, mais il n'y a pas. Tout a été dit. Il n'y a pas à dormir sur le laurier. Je crois qu'elles doivent travailler. Les filles doivent travailler. Félicitations déjà. Et bon, il ne faut pas aller vendre la peau de loup là-bas en Angola. Se faire battre et puis se faire éliminer. Ils doivent traverser. Ne fût-ce que cette première étape-là. Et puis la suite, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, 2 buts, ils sont là. Ils doivent aller travailler puis mettre une barrière là pour que les Angolaises ne puissent pas traverser. Ne fût-ce que de passer déjà ce cap-là, ça sera une très bonne chose. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'il faut oublier simplement ce résultat qui est à l'aller. Alors, les transferts maintenant des Congolais de l'étranger, Benta. Oui, les Congolais de l'étranger, ça bouge du côté de la diaspora. Il y a eu beaucoup de transferts entre-temps. Nous allons donc retrouver les quelques joueurs de la diaspora qui ont changé de club, qui ont été prêtés. Donc nous allons voir cette image. Il s'agit de Mafumbi, de Gimbenza, de Gaius Makuta et également de Prestige Mbungu. Alors, commençons par Christopher Mafumbi. Il évoluait avec le club de Blackpool Football Club, donc un club de 3e division anglaise. Et il a été prêté dans un club de D4, c'est le Morecambe FC. Il va donc évoluer dans la 4e division et il a paraphé un contrat de 6 mois. Pour Gimbenza, il quitte le stade tunisien pour le Cercle de Bruges, c'est la 1re division belge, mais il va devoir terminer d'abord le championnat tunisien. C'est à la fin du championnat
qu'il va rejoindre le Cercle de Bruges en Belgique. C'est la première division. Il faut souligner qu'il y a eu un bruit qui a couru, un peu circulé sur le net, disons qu'il avait signé aux États-Unis. C'était faux, voilà, c'était juste une rumeur. Lui-même a dit sur sa page que ce n'était pas encore officiel. Alors, nous avons également Prestige Mbougou. Il a un peu traîné du côté des États-Unis, ça n'a pas marché avec Charlante Independiente et il est maintenant en Serbie. Il a signé un contrat de 2 ans avec un club de 2e division. Gaius Maputa, il quitte Braga, de côté du Portugal, où il évolue avec l'équipe B. Cette fois-ci, il est parti en Bulgarie. Il va évoluer dans un club qui occupe actuellement le 9e rang au classement. Il faut dire qu'il va rejoindre également un autre Congolais, Mavis Tibota, qui évolue du côté de Ludogorets. Et Ludogorets est le leader du championnat de Bulgarie. Voilà donc les Congolais de l'étranger qui ont mouillé le maillot et qui se retrouvent un peu partout. Tout en rappelant que Thierry Bifouma a confirmé avec le Yeni Malatyaspor. Et nous avons également Delars Nzan qui est revenu en Bulgarie, cette fois-ci plutôt en Turquie, et cette fois-ci en 2e division au lieu de la première. Voilà donc, merci beaucoup pour toutes ces informations Benka, et vous nous parlez également de l'agenda du sportif, notamment du calendrier des éliminatoires de la CAN 2021, de CAN de football bien sûr. Exactement, il y a eu modification, nous l'avons annoncé la semaine dernière lors de notre dernière émission. C'était prévu en août-septembre, en tout cas ça a été ramené en mars. Donc voici le nouveau calendrier des éliminatoires de la CAN 2021. La 3e, il faut rappeler que la première journée s'est déjà disputée. Le Congo avait perdu face au Sénégal. La 2e journée, le Congo a battu la Guinée-Bissau 3-0. Et la 3e journée, ça sera contre l'Eswatini. C'est le Congo qui va recevoir l'Eswatini à Brazzaville. Et le match retour se jouera donc en Eswatini, donc ex-Swaziland. Ça va se jouer entre le 23 et le 31 mars. Donc notez bien, du 23 au 31 mars, il y aura une double confrontation Congo et Swatini. Ce sera donc la 3e et la 4e journée des éliminatoires. Alors, la 5e journée va se disputer du 1er au 9 juin 2020 et c'est le Congo qui va recevoir le Sénégal ici à Brazzaville. Enfin, lors de la 6e journée qui va se jouer du 31 août au 8 septembre 2020, le Congo se déplacera pour la Guinée-Bissau. Et ça sera le match de la dernière journée. En tout cas, si le Congo venait à battre les Swatini en aller-retour, ça fera 9 points pour le Congo. Et si jamais le Congo pouvait approcher le Sénégal ou battre le Sénégal à Brazzaville, le déplacement en Guinée-Bissau, en tout cas, ne posera aucun problème. Mais si le Congo va jouer un match décisif en Guinée-Bissau, c'est-à-dire en ballottage pour la 2e place avec la Guinée-Bissau, ça sera difficile. On va se retrouver dans la même situation que la fois dernière face au Zimbabwe. J'espère que les Diables Rouges vont nous éviter ces petits calculs. Voilà donc, en tout cas, tout passe par la double confrontation avec les Swatini. En tout cas, 6 points, s'il vous plaît, à prendre sans autre forme d'hésitation. Et on parle également de la phase finale de cette compétition qui aura lieu en janvier finalement. Oui, là aussi, puisque la dernière CAN s'est jouée en juin, en tout cas, on voulait bien perdurer avec ce système qui arrangerait les clubs européens dans lesquels évoluent beaucoup de professionnels. Mais en tout cas, la CAF a changé par rapport aux réalités du Cameroun. En juin, il pleut abondamment dans les villes camerounaises. Ce n'est pas possible d'organiser une compétition qui serait gâchée par la pluie. Et donc, on revient au style ancien. Janvier-février, c'est la CAN. Et donc, cette année, c'est plutôt l'année prochaine, la CAN va se jouer en janvier et février au Cameroun. Alors, n'en déplaise aux clubs européens qui ne veulent pas du tout libérer les joueurs africains. D'ailleurs, j'ai suivi sur le net le coach de Liverpool qui a dit, en tout cas sans management, qu'il sera difficile pour Liverpool de recruter les joueurs africains. Parce que lors de la CAN, ce sera vraiment impossible de jouer sans eux. Moi, je pense que c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Les dates de la CAN ont été changées à cause de cette histoire. Voilà. Mais parce qu'à cette période-là, généralement, certains joueurs africains privilégiaient leur club au détriment des nations. Voilà. Mais en fait, ils ne privilégient pas. Ils ont la pression des clubs. Justement, moi, je parle de privilège. Quand tu fais déjà un choix entre ton club et l'équipe nationale, c'est quand c'est fait sur pression, je pense que c'est la CAF qui devait régler le problème. La CAF a réglé le problème. Aujourd'hui, cette histoire revient encore où la CAN doit se jouer en janvier. Et nous savons tous qu'en janvier, au niveau des championnats, il y a des clubs. Aujourd'hui, vous avez par exemple une équipe comme Liverpool qui a je ne sais pas combien d'Africains.
Mais ici, 3 meilleurs déjà, Nabil Keita, Sadio Mané, Mohamed Salah. Ces Africains-là refusent de venir participer à une CAN pour privilégier Liverpool. Qu'est-ce que ça va donner? C'est des éléments moteurs de leur équipe. En tout cas, la CAF, c'est donc a travaillé. Devrait tout peser. La CAF devait quand même peser pour voilà, en tout cas, très bien. Alors, nous allons poursuivre cette émission Megasport avec... Nous tenons à rappeler que la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer au Qatar, le tirage au sort se fait ce soir. Ah oui. Donc ce soir, ce sera le tirage au sort de la Coupe du Monde des éliminatoires. Donc la zone Afrique et toutes les zones d'ailleurs. Donc demain, nous serons déjà informés du groupe dans lequel le Congo va évoluer lors de ces éliminatoires qui auront lieu à la fin des éliminatoires de la CAN. Parce que là, également, la CAF a pensé qu'il ne fallait pas mélanger les deux compétitions. Donc, les éliminatoires de la CAN 2021 vont prendre fin, normalement, commenceront après, au mois de septembre, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour fixer les esprits. Alors, Benka, la CECAS, la Chambre de conciliation de sport, a 2 nouveaux membres. Oui, l'élection a eu lieu le samedi où plusieurs éléments ont intégré cet organe juridictionnel du Comité national olympique et sportif congolais, donc la Chambre de conciliation et d'arbitrage de sport. Alors, il y a eu 15 personnes qui ont été élues dans le nouveau bureau de la CECAS. Normalement, il devait y en avoir 25. Les 10 autres seront nommés par le Comité national olympique sportif congolais. Et donc, dans ce bureau, nous notons la présence d'un journaliste. Et c'est pour la première fois que les journalistes intègrent le bureau de la CECAS. Ce sera donc Roger Totolacom, qui va, l'actuel président de l'AIPES Congo, qui a intégré la CECAS en tant que juge. C'est une bonne chose. Donc d'ici 2 semaines, le comité olympique va compléter les 10 autres pour avoir le bureau complet des 25 membres de la CECAS. Nous rappelons que la CECAS, c'est une organisation créée par le Comité national olympique sportif congolais qui vise à trancher tous les litiges nés dans le domaine sportif, dans tous les sports s'il vous plaît, que vous ayez des problèmes au handball, au football, la boxe, au judo et tout. En tout cas, s'il y a des décisions qui sont contestées, vous pouvez vous rapporter au niveau de la CECAS pour trouver solution, parce que les juges qui sont nommés sont formés pour répondre à ces genres d'exigences. Justement, merci beaucoup à Benka pour cette précision, parce que je voudrais lui poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la CECAS. C'est bien, parce que les sportifs souvent ne savent pas à quel sens se vouer. C'est la chambre de conciliation et d'arbitrage des sports. Quand il y a des litiges de l'injustice, voilà, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Certains pensent même qu'ils peuvent aller trouver un avocat comme ça, mais moi je pense que les problèmes de sport doivent être réglés par des gens qui sont nantis d'un certain nombre de connaissances de sport pour que ça soit un peu plus efficace. Voilà. Il faut dire que la CECAS c'est au niveau local. Oui. La CECAS c'est au niveau local, et lorsque le problème atteint des proportions assez élevées, il existe au niveau de la FIFA un organe qu'on appelle le TAS, le tribunal arbitrage du sport. En tout cas, ça c'est vraiment une instance qui est au sommet. Mais là, au moins, il faut connaître d'abord la CECAS, faire confiance à la CECAS, parce que lorsque nous étions en stage de formation au niveau du comité olympique, nous avons appris beaucoup sur cette institution, et nous avons d'ailleurs appris que la CECAS n'a même pas tranché 20 litiges pendant pratiquement 2 ans d'existence, moins de 20 litiges, alors que nous connaissons qu'il y a pas mal de problèmes qui minent le sport en général au Congo. Et donc, si les gens peuvent frapper à la bonne porte, ils auront les solutions qu'il faut. Mais les gens ne savent pas, ne sont pas informés. Donc, oui, bon, mais parfois les gens sont informés, mais ils doutent de la compétence de ces institutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà faire confiance à la CECAS, qui est le juge arbitral de sport au niveau national. Voilà, en tout cas. Là-bas, c'est impartial. Il ne va pas dire que non, là-bas, il y a des membres d'un tel. Non, là-bas, c'est des juges. Non. Là-bas, c'est des juges. C'est comme le tribunal, quand le tribunal a déjà tranché. C'est une instance juridique. Où est-ce que Pascal Diosguiminou, c'est partial? Là-bas, c'est impartial. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons faire un tour, amis sportifs, dans les différents championnats étrangers, mais parlons d'abord de cette Coupe de France et cette qualification à la Pérus de PSG, leader de la Ligue 1, mise en difficulté par Lorient, le leader
de la Ligue 2, Lorient. En tout cas, le PSG qui a dû puiser dans toute sa réserve pour battre Lorient 1-0 pendant que Mbappé et Neymar étaient dans les tribunes. Suivez cet extrait, on se retrouve juste après. Icardi et Draxler de mener l'attaque parisienne. Une attaque peu inspirée en première période. Paris tient le ballon mais peine à trouver des espaces face au bloc lorientais. Le PSG est inoffensif. La plus belle occasion au contraire est pour les Merlus. Centre de Cabot, tête croisée de Wissa. Ce n'est pas cadré. Paris a eu chaud 0-0 à la pause. La deuxième période n'est pas plus emballante. Paris n'est pas dans le rythme mais un éclair va suffire. Thiago Silva trouve la tête de Pablo Sarabia. 1-0 à 10 minutes du terme, avant un dernier frisson dans la surface parisienne. Et Thiago Silva est là pour contrer la frappe lorientaise. Paris est en 8e. Mbappé et Neymar ont pu rester au chaud. Voilà. Voilà donc la victoire du Paris Saint-Germain. Et qu'en est-il justement de l'avenir de l'Uruguayen Cavani? En tout cas, suivant cette interview de Leonardo, et on se retrouve juste après. Moi, j'ai pas écouté. Je pense que c'est pas possible que Cavani l'avait dit lui. Hein. Un message. Vous êtes l'ami de l'entourage qui a croisé le voisin un jour. Ça, c'est incroyable. Je pense que Cavani n'a jamais dit ça lui. Je pense qu'il y en a beaucoup de respect, pas entrer dans le pathétique. Quelqu'un a dit que Cavani. Je pense que là, je vous demande même vous par rapport à ça un peu de respect, même à lui de créer des petites choses dans tout ça, parce que le vrai fait, c'est que, bon, aujourd'hui, il y a la situation qui, bon, on va voir comment va se passer. Faisons un tour en Angleterre avec, bien évidemment, Liverpool de Sadio Mané qui continue sa fulgurante avancée vers l'avant. En tout cas, Liverpool a battu Manchester United par 2-0. Voici comment. 1 de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu. Et voilà pour les Reds, un week-end parfait. Je dirais oui. Pas mal. Un bon week-end. Vu que l'AS a perdu aujourd'hui et City aussi a fait match, donc l'écart est un peu... Ouais, pas mal. Et on va essayer de continuer sur cette lancée, bien sûr. Les coéquipiers de Sadio Mané ne vous diront jamais que tout est joué. Pourtant, cette équipe est à la poursuite de tous les records. D'invincibilité en Première Ligue, les Reds à 10 matchs des Gunners de 2003-2004. Invincibilité également à Anfield. La barre symbolique des 1000 jours dépassés sans perdre à domicile. Alisson, lui, en est à 7 clean sheets en 14 matchs joués et s'est même mué en passeur décisif sur le but de Salah hier. We are in the situation because the boys show an incredible character on the pitch, an incredible attitude, so much passion, the biggest heart I've ever seen, and that makes us successful, mixed up, obviously, with the quality of the boys and the atmosphere in the club. Une mentalité, un état d'esprit à toute épreuve. Liverpool n'est pas encore champion, mais cette équipe peut marquer l'histoire de la Première Ligue. En Espagne, le FC Barcelone est en tête du classement grâce à ce coup de génie de Léo Messi. Messi, en tout cas, qui a marqué l'unique but face à Grenade. Vous allez apprécier ce but et on se retrouve juste après. On suivi de près la première de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone. Première réussie, on le voit bien au sourire du coach. Victoire 1-0 face à Grenade. 1-0, mais quel but! Un but marqué à 3. Regardez, ça se joue entre Messi, Antoine Griezmann, Vidal, pour que finalement Messi marque à ras de terre. De bons débuts donc pour Quique Setién. Le FC Barcelone est en tête de la Liga ce matin. 43 points à égalité avec le Real Madrid. 8 points devant l'Atlético de Madrid et Séville. Voilà donc en Italie, c'est également un autre génie. C'est Cristiano Ronaldo qui a permis à la Juventus, grâce à son doublé, de creuser un peu plus l'écart face à son poursuivant immédiat. En tout cas, la Juventus a battu Parme par 2-1, 2 buts de Cristiano Ronaldo. Suivez. A pu s'imposer face à Parme. Il a marqué un premier but avant la pause. Égalisation de Parme. Puis ce sera le doublé, comme d'habitude, pour Cristiano Ronaldo.
Focus aussi en Italie sur le meilleur buteur de l'AC Milan, j'ai nommé Théo Hernandez. Le Français a inscrit son 6e but cette saison. Le voici, un but splendide. Et résultat des courses, l'AC Milan s'impose 3-2 face à l'Udinese. Regardons le classement. Cristiano Ronaldo permet à la Juve de s'installer un peu plus confortablement en tête de cette série avec 4 points d'avance sur l'Inter Milan. Suivent la Lazio, la Roma et Atalanta. Voilà donc pour ce qui est de cette précision sur les quelques championnats étrangers. Alors Benka, vous parlez de ce duel à distance entre Messi finalement et Cristiano Ronaldo. Oui, je dirais les 2 meilleurs joueurs de football de tous les temps. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. C'est vrai qu'on a parlé de Pelé, de Maradona, mais c'était une autre époque. Alors aujourd'hui, les statistiques montrent que Ronaldo et Messi ne sont pas à leur fin. Ils sont vraiment en train de prouver que c'est du vin. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent bons. Alors regardez ces statistiques. C'est vrai, ils ne sont plus dans le même championnat, mais le duel continue. Et c'est toujours à distance. Alors vous avez les statistiques de Ronaldo. Il a marqué 16 buts en 17 matchs dans son championnat. Et Messi lui a marqué 14 buts en 15 matchs. Donc l'écart c'est 1-1. Alors pour ce qui est des compétitions, toutes compétitions confondues, Ronaldo a marqué donc, pour cette saison 18 buts en 24 matchs et Messi a marqué 17 buts en 21 matchs. Ça veut dire tout simplement que vraiment les statistiques sont tellement proches et on se pose la question de savoir qui viendra briser le mythe Messi-Ronaldo. On pensait au Croate Modric, il n'a pas pu. On pensait que Neymar pouvait le faire, là également il a échoué. En tout cas, Messi et Ronaldo restent les meilleurs au monde et je suis convaincu qu'à cette allure, Ronaldo va prendre le 6e ballon d'or pour être à égalité avec Lionel Messi. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles du mythe. C'est vraiment un mythe, personne ne pourra l'expliquer. Ah oui, c'est vraiment un mythe. 12 ans de règne, sans partage. Sans partage. Alors, mais c'est peut-être que Mbappé qui viendra briser ce mythe. Oui, certainement. Il a encore l'âge, il peut bien évoluer. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à cet âge-là, ils ne sont pas au meilleur niveau de leur carrière, mais ils continuent à être les meilleurs. Donc ça prouve tout simplement que les autres doivent vraiment repartir à l'école. Voilà, en tout cas, Messi et Ronaldo, simplement un mystère. Et le duel, comme vous l'avez compris, continue même à distance. Voilà, on continue à se surveiller sur la prunelle des yeux. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission qui se referme. Mais avant tout, voici la réponse à la méga question de ce soir. Alors, ça fait 5 ans plus tôt, jour pour jour, le Congo avait battu le Gabon 1-0 et le but, vous l'avez vu, c'est Prince Onyangé. Il faut rappeler que cela faisait 42 ans que le Congo n'avait jamais remporté une victoire en Coupe d'Afrique. C'est donc un jour mémorable, 5e anniversaire de la première victoire du Congo en CAN après 42 ans. Voilà donc comment nous mettons un point final à cette émission. Merci et félicitations au coach Barthélémy Gassono qui nous a gratifié d'une 3e place au tournoi international de football du Congo Tifoko après la victoire des Congolais face au Burkina Faso, 1-0. En tout cas, la préparation se poursuit, même s'il ne reste que très peu de temps. L'objectif étant pour le sélectionneur, justement, Barthélémy Gassono, c'est de faire une bonne figuration au Cameroun en cette année 2020. Voilà, complètement terminé. Nous allons nous séparer, mais restez toujours avec nous. Dans quelques instants, vous aurez droit à votre plat de résistance. C'est le digital info. Rapidement, oui, très rapidement. Oui, il y a M. Mayembo qui de l'autre côté du duel qui a répondu juste à cette question. M. Mayembo, ancien joueur de Diable Noir et qui a évolué aussi comme à la direction technique de Télé Congo. Félicitations à vous pour avoir trouvé cette réponse. Voilà, en tout cas, vous également qui avez trouvé les bonnes réponses, eh bien, félicitations. Voilà, complètement terminé. Le journal, c'est dans quelques instants, 20h30. Bernida, c'est tout. Au revoir et à la prochaine occasion.